Bienvenue à tous, je m'appelle Philippe Cardinal. Dans cette série de capsules, je vais raconter l'histoire de la fille qui épousa un ours. Aujourd'hui, la capsule numéro 10, quelques précisions au sujet de l'enregistrement des conteurs des Premières Nations. Habituellement, les conteurs des Premières Nations yukonaises ne font pas la morale. Au contraire des conteurs occidentaux, ils ne disent jamais à leur auditoire comment interpréter les histoires qu'ils racontent. Chacun et chacune est donc libre de décider pour eux-mêmes quelles leçons tirer de chaque récit traditionnel. Les jeunes anthropologues sont souvent déconcertés la première fois qu'ils se retrouvent sur le terrain, surtout quand ils sont chez les peuples autochtones. Ils veulent tout savoir instantanément. Ils posent beaucoup de questions auxquelles les aînés répondent en leur racontant inévitablement une histoire traditionnelle. Et là, ils ne comprennent vraiment pas. Et ils demandent à l'aîné de leur expliquer. Et en réponse, les aînés leur racontent presque toujours encore une autre histoire complètement différente en guise d'explication. Et les jeunes anthropologues sont encore plus déboussolés qu'au départ. Mais tout ça pour dire qu'il est très étonnant que dans cette version Tlingit de la fille qui épousa un ours, tout semble nous indiquer que nous sommes en présence de l'une des rares exceptions à cette règle, puisque M. Jackson semble se permettre d'énoncer clairement les préceptes moraux qu'on est censé apprendre de cette histoire. Or, en 1949, Mme McClellan utilisait une méthode d'enregistrement qui diffère des méthodes utilisées depuis, par exemple pour enregistrer les paroles du conteur Tommy McGuinty dans les années 1980 et celles de sa nièce, Mme Lizzie Hall, quelques années plus tard. Pour enregistrer M. McGuinty, l'anthropologue Dominique Legros utilisait une bonne vieille enregistreuse à cassette. Ça fonctionnait merveilleusement bien. Pour capter les paroles de Mme Hall, j'ai utilisé ce petit appareil Panasonic. Ça fonctionne encore mieux. C'est hyper portable. Comme vous voyez, on peut mettre ça dans sa poche arrière puis l'oublier quand on n'en a pas besoin. Les piles, 2 piles, ont assez de charge pour 12 heures d'enregistrement. Et on peut donc enregistrer toute la journée au camp de pêche, par exemple, ou au camp de chasse. Et sans avoir à apporter des tonnes de piles de rechange, chaque soir, je sauvegardais la récolte sonore du jour dans mon ordinateur portable. Aujourd'hui, c'est encore plus simple. On utilise tout simplement son téléphone intelligent. Si je vous explique tout ça, c'est pour que vous compreniez bien comment les anthropologues travaillent quand ils font des recherches de terrain. Avec nos enregistrements modernes, c'est un peu comme si on avait les mots du sujet coulés dans le béton. Mais encore mieux, puisque on peut les entendre avec toutes les nuances dans les intonations de la voix, les hésitations, les bégaiements, les quintes de tout. Et encore mieux, on a aussi toutes les questions de l'anthropologue. Des questions que l'anthropologue pose lorsqu'il ne comprend pas très bien et aussi lorsque l'anthropologue connaît déjà, ce qui arrive assez souvent, d'autres versions de la même histoire traditionnelle, des versions qui sont parfois plus élaborées que celles que le conteur présent est en train de leur raconter. Et là, l'anthropologue demande au conteur s'il n'a pas oublié quelque chose, en espérant que ce conteur particulier finira par ajouter quelque chose d'inédit. Mais évidemment, à ce moment-là, lorsque le conteur en rajoute en réponse aux questions de l'anthropologue, on n'est plus en présence de la version de l'histoire que ce conteur-là raconterait normalement aux enfants de sa nation. On a l'influence de l'anthropologue qui change un peu le contenu de l'histoire, n'est-ce pas? Alors, je reviens maintenant à l'enregistrement de M. Jackson par l'anthropologue Catherine McClellan en 1949. Mme McClellan utilisait un mode d'enregistrement beaucoup plus rudimentaire. En fait, elle n'a pas vraiment fait d'enregistrement sonore. Pour toute technologie, elle n'avait qu'un crayon à mine et une tablette à écrire.
Et pendant que le compteur parlait, elle prenait des notes. Le compteur, dans ce cas-là, Jake Jackson a parlé pendant 4-5 heures. Alors, vous pouvez imaginer, parce que dès qu'il avait terminé, elle se basait en partie sur ses notes, mais encore plus sur sa mémoire pour essayer de redonner toute sa verve au compteur sans omettre aucune de ses paroles. Ce qui est pas facile à faire, enfin, dans la mesure du possible, mais c'est quand même une méthode pas si mal. Quand on n'a rien de mieux, ça fonctionne. Et en guise de contrôle, j'ai essayé moi aussi pour voir j'ai fait exactement comme Catherine McClellan avec mon crayon puis mon bloc-notes, mais en faisant aussi un enregistrement avec mon petit appareil Panasonic. Et avec ça, je pouvais vérifier qu'est-ce qui se perdait après. Et à ma surprise, j'ai constaté qu'on perd pas tant que ça d'essentiel. Mais on oublie quand même certains détails importants. J'ai calculé dans les 10 à 15 %, ce qui n'est pas insignifiant. Mais ce que je trouve encore plus inquiétant, c'est que quand j'ai comparé ma transcription à mon enregistrement sonore, j'ai constaté que ma mémoire m'avait quand même joué des tours. Parce que sans m'en rendre compte, j'avais fait dire à mon sujet des choses qu'il n'avait jamais dites. Ça, c'est inquiétant. Et c'est pour ces raisons que je soupçonne que Jake Jackson n'a pas vraiment fait la morale dans cette partie, et que cette partie-là nous vient plutôt de l'anthropologue que du conteur. Mais évidemment, on ne le saura jamais parce que les deux sont morts maintenant et on ne peut pas leur demander. C'est la fin de l'histoire de la fille qui épousa un ours. Et si ça vous intéresse, ce genre d'histoire-là, bien, je vous recommande vivement de lancer la première capsule de l'histoire du corbeau qui conclut que les Autochtones deviennent trop nombreux et décident d'y remédier. À la prochaine!